Allez, donc on repart sur un petit peu de chimie, donc on va parler de polarité des molécules et on va voir un petit peu, on va revoir les schémas de Lewis et la géométrie des molécules. Alors, qu'est-ce qu'un schéma de Lewis déjà? C'est voilà, soit la formule développée, soit semi-développée, où on fait apparaître les doublés non liants et les lacunes électroniques. Alors, déjà un petit rappel sur les doublés, ce qu'on appelle un doublé liant ou un doublé non liant. Vous avez peut-être parlé de liaison covalente l'an dernier, c'est un doublé liant. Et ben c'est toujours composé de deux électrons. Et je vous rappelle le critère de stabilité que vous avez vu l'an dernier, c'est qu'un atome au sein d'une molécule, il cherche toujours à compléter sa couche électronique de valence, ce qu'on appelle sa couche électronique externe, pour avoir 8 électrons autour de lui. Pourquoi je mets en général? Parce que pour l'hydrogène, c'est pas vrai. Pour qu'il ait sa couche électronique de remplie, il faut qu'il monte à 2 électrons uniquement. Sa structure électronique, rappelez-vous, c'est 1s2, on va en reparler un petit peu après. Enfin, la structure électronique de l'hydrogène, c'est 1s1, mais je veux dire, s'il veut compléter sa couche électronique externe, il doit monter jusqu'à 1s2. Alors, les doublés liants, là, vous voyez, je vous ai tracé deux molécules. Les doublés liants, c'est les doublés qui relient deux atomes entre eux. Donc, par exemple, dans l'ammoniac à gauche, vous avez le doublé liant qui relie l'azote à chaque hydrogène, qui est en fait composé de deux électrons, et le doublé non liant qui est porté par l'azote, qui est aussi composé de deux électrons. À droite, vous avez une autre molécule qui s'appelle du borane, donc j'ai un atome de bore au milieu, et lui, il a une petite spécificité, c'est qu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Il a que, là vous pouvez voir, autour de lui, il a trois doublés liants, donc en fait, il a uniquement 6 électrons autour de lui. Et pour représenter ce manque, il lui manque 2 électrons du coup, pour représenter ça, on met ce qu'on appelle une case vacante. Donc une case vacante, on appelle ça justement une lacune électronique. Il lui manque 2 électrons, donc on représente ça par une petite case vide. Donc voilà, deux schémas de Lewis de deux molécules. On va voir maintenant comment on fait pour représenter, pour déterminer ces schémas de Lewis. Alors déjà, on va reparler du schéma de Lewis des atomes. Donc j'ai pris l'exemple de l'azote qu'on vient de voir. Donc l'azote, numéro atomique 7, ça veut dire qu'il a 7 protons, mais que sous forme atomique, il a également 7 électrons. Et donc si je veux placer les électrons dans la structure électronique, je vous rappelle que c'est 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, et que sur les sous-couches S, on peut placer 2 électrons au maximum, et sur les sous-couches P, on peut en placer 6 au maximum. Donc là, j'en ai placé 2 sur la 1s, 2 sur la 2s, et il m'en reste 3 à placer pour arriver jusqu'à 7, donc 2p3. Donc ici, la couche électronique externe, là, ce qu'on appelle la couche de valence, c'est la couche numéro 2. Je vous rappelle que la couche électronique externe, c'est celle qui est la plus éloignée du noyau, mais qui contient quand même des électrons. Donc ici, c'est la couche numéro 2. Je peux voir que 2s2, 2p3, au total, j'ai 5 électrons sur la couche de valence. Alors, dans le schéma de Lewis atomique, on va représenter uniquement les électrons de valence. Donc ce que je fais, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la règle de l'horloge, j'en place un de chaque côté, c'est-à-dire un en haut, un à gauche, un en bas, un à droite, et après je fais un deuxième tour si j'ai des électrons en plus. Ici j'en ai 5, donc il y a forcément un côté où il va y avoir 2 électrons. Et donc ça, ce sont deux notations qui sont totalement équivalentes. On va plutôt privilégier celle de droite, mais celle de gauche vous permet de comprendre mieux comment sont répartis les électrons. En fait, les électrons, ils aiment bien être par paires, toujours. On va toujours construire des paires d'électrons. Et ben ici, j'en ai déjà 2 qui sont ensemble, ils sont déjà en couple. Donc ça va former un doublé non liant. Eux, les 2 électrons vont entre guillemets se lier entre eux, et ça va former ce qu'on appelle un doublé non liant qui va être porté par l'atome d'azote. Les 3 autres électrons, on peut voir qu'ils sont célibataires, on appelle ça des électrons célibataires, et ben eux, ils vont chercher à se lier avec d'autres atomes qui vont eux aussi apporter des électrons célibataires de leur couche de valence, afin de former des doublés liants. Alors ici, j'ai pas fait la même chose pour l'hydrogène, mais si on fait le même travail pour l'hydrogène, on trouve qu'il a un électron célibataire et puis c'est tout. Donc si j'apporte 3 atomes d'hydrogène, chaque hydrogène va pouvoir partager son petit électron célibataire avec l'azote et ils vont les mettre en commun pour former des doublés liants. Et donc, en fait, une liaison covalente, un doublé liant, c'est une mise en commun des électrons. Ça veut dire qu'une liaison entre N et H,
Maintenant, les deux électrons qui sont dans cette liaison appartiennent à la fois à l'azote et à la fois à l'hydrogène. Donc là, je compte autour des hydrogènes, j'ai bien 2 électrons autour de chaque hydrogène, et j'ai 8 électrons autour de l'atome d'azote, donc a priori, cette molécule est stable. Donc ça, c'est le travail que vous avez dû faire l'an dernier, normalement, c'est compter, vérifier que chaque atome possède bien le bon nombre d'électrons si on vous donne une formule des Lewis. Alors donc comment j'ai fait pour construire cette molécule d'ammoniac? On va voir un autre exemple. Je suis parti des schémas de Lewis atomiques et j'ai relié les électrons célibataires de la couche de valence entre eux. Alors par exemple pour le méthane CH4, il y a un atome de carbone. J'ai représenté le schéma de Lewis atomique de l'atome de carbone, qu'on peut retrouver en appliquant la méthode vue précédemment, et 4 atomes d'hydrogène qui possèdent lui qu'un seul électron célibataire. Et bien ici, on peut voir que le carbone se met au centre, c'est lui qui va former le plus de liaisons, et tous les hydrogènes se mettent autour avec leurs petits électrons célibataires. Et les électrons, ils vont se relier entre eux, et entre guillemets, ils vont former une paire d'électrons qui va former un doublet liant. Donc voilà, donc quand je vous dis qu'il suffit de relier les points entre eux, globalement c'est ça pour une molécule. On va quand même voir une méthode un petit peu plus complète après quand on va parler des ions polyatomiques que vous pourrez retranscrire que vous pourrez réutiliser pour la formation des molécules qui marchent très bien. Donc deuxième exemple, si je prends 2 atomes d'azote, pour former donc du diazote, ce que vous respirez majoritairement, je vous rappelle, et ben les 2 atomes d'azote, ils ont chacun 3 électrons célibataires, donc ils vont se relier entre eux de cette manière. Chaque électron va aller se relier avec l'électron de l'atome voisin, et en fait on va former une triple liaison. Donc vous verrez qu'on peut monter qu'on a des liaisons simples, des liaisons doubles, et on peut monter jusqu'aux triples liaisons. Et donc on n'oublie surtout pas de représenter le doublet non liant sur l'azote, et là vous pouvez compter, chaque atome d'azote a bien 4 liaisons autour de lui, donc chaque atome d'azote a bien 8 électrons autour de lui, il respecte la règle de l'octet. Donc un petit peu plus compliqué maintenant, le schéma de Lewis d'un ion polyatomique. Alors je vous ai mis une méthode générale, donc la première chose, c'est compter le nombre d'électrons de valence au sein de l'ion polyatomique. Alors, déjà, c'est quoi un ion polyatomique? Vous allez voir, c'est simple, c'est un ion, donc c'est une espèce, un édifice atomique qui est chargé positivement ou négativement. Donc c'est plusieurs atomes polyatomiques, mais qui sont chargés. Un petit peu comme l'ion permanganate qu'on a vu en oxyde de réduction, MnO4-, donc il y a plein d'atomes à l'intérieur, et il y a une charge négative, donc c'est un ion polyatomique. Donc on va prendre en compte ensuite la charge de l'ion, déduire le nombre de doublets, représenter la structure et identifier l'atome qui porte la charge formelle. Donc je vous laisserai relire ça, et nous on va appliquer la méthode, on va voir ce que ça donne. Donc en exemple, j'ai pris un ion qui est relativement simple, l'ion NH4+, donc l'ion ammonium. Donc, quels sont les atomes qu'on a dans l'ion ammonium? Je peux voir que j'ai un atome d'azote déjà. Donc on l'a vu tout à l'heure, il possède 5 électrons sur sa couche de valence, la couche numéro 2. Donc je compte uniquement les électrons de la couche de valence. Et j'ai 4 atomes d'hydrogène. L'hydrogène ne possède qu'un électron, donc j'ai 4 atomes d'hydrogène. Par contre, donc au total, j'ai 4 électrons. Donc là, on a fait la première étape, j'ai compté le nombre d'électrons de valence au sein de l'ion polyatomique, mais on me dit de prendre en compte la charge de l'ion. Donc il est chargé positivement. S'il est chargé positivement, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Donc au total, j'ai 9 moins 1, c'est-à-dire 8 électrons de valence. Donc 8 électrons de valence, ça va me donner 4 doublets. Pour l'instant, on ne sait pas si ces doublets sont liants ou non liants. Je sais uniquement que je vais avoir 4 doublets, parce que j'ai 8 électrons de valence sur l'ion polyatomique. Alors ici, il n'y a pas 36 000 possibilités. Si je veux représenter la structure, vu que j'ai 4 liaisons et qu'a priori j'ai 4 atomes d'hydrogène, ça va former ce type de représentation. Donc là, on peut vérifier, est-ce que la structure est correcte? Donc pour ça, vous vérifiez que chaque élément chimique possède bien le bon nombre d'électrons autour de lui. Donc l'hydrogène, il doit toujours avoir 2 électrons pour respecter la règle du Dewey, et donc pour avoir sa couche électronique de pleine, pour avoir un S2, c'est bon. Et les autres atomes, en général, ils vont monter jusqu'à 8 électrons autour d'eux, comme l'azote ici, pour avoir sa couche électronique de pleine 2s2, 2p6, je dois avoir 8 électrons. J'ai 4 doublés, donc c'est bien le cas. Donc pas de souci, la représentation, la structure de l'ion est correcte. Maintenant on peut se demander,
La charge plus, où est-ce que je dois la représenter? Est-ce qu'elle est portée par un hydrogène ou est-ce qu'elle est portée par l'atome d'azote? Alors, pour faire ça, on compare toujours le nombre d'électrons qui se trouvent autour de l'atome d'azote dans l'ion polyatomique par rapport à son schéma de Lewis atomique. Vous pouvez voir que dans le schéma de Lewis atomique, il est censé avoir 5 électrons autour de lui. Alors que ici, dans ce qu'on a représenté, directement autour de lui, il n'y a que 4 électrons. Donc ça veut dire qu'il lui manque un électron, et donc il va avoir une charge positive. Et au final, j'ai trouvé le schéma de Lewis de l'ion ammonium, c'est NH4, et avec la charge plus qui est portée par l'atome d'azote. Donc voilà, une méthode générale à retenir, qu'on mettra en pratique pour déterminer le schéma de Lewis d'un ion polyatomique. Allez, maintenant on va parler un petit peu de la géométrie des molécules. Alors, vous le savez, on vient de le dire, les doublés, c'est des électrons. C'est composé toujours de 2 électrons. Et on l'a vu dans le chapitre sur l'interaction coulombienne avec la force électrostatique, que les charges, si elles sont de même signe, elles vont avoir tendance à se repousser. Donc imaginons que je prenne une molécule qui contient 2 liaisons. Comment elles vont s'organiser, ces liaisons entre elles au sein de la molécule? Elles vont essayer de se repousser un maximum. Elles vont pas former un angle droit, ou elles vont pas être l'une à côté de l'autre. Elles vont se repousser un maximum. Donc c'est ce qu'on appelle la répulsion électronique. Les électrons se repoussent entre eux parce qu'ils sont de même signe. Et donc, au final, je vais avoir une molécule dont les 2 liaisons forment un angle de 180 degrés entre elles. Et donc la molécule, elle est linéaire. Donc maintenant, même chose, mais cette fois, je prends 3 liaisons. Une molécule, par exemple, comme le borane qu'on a vu au début, BH3, qui est composé de 3 liaisons. Et bien si ces liaisons ont tendance à s'écarter un maximum entre elles, elles vont former un angle de 120 degrés. Et donc on va gagner en stabilité. Toutes mes charges négatives sont le plus possible éloignées les unes des autres. Et donc là on parle de géométrie qui va être triangulaire plane. Un petit peu plus compliqué, maintenant on va passer à 4 liaisons. Alors s'il y a 4 liaisons, c'est difficile de représenter parce qu'on va avoir quelque chose qui est en 3 dimensions, alors que une feuille c'est en 2 dimensions, donc c'est jamais facile de représenter ça. Vous verrez plus tard d'autres méthodes pour pouvoir représenter ces molécules. Bon, si on essaye de faire un truc en 3D, ça donnerait quelque chose comme ça. Pareil, ici le calcul est... Les angles sont vraiment pas à retenir, hein. Les 2 premiers étaient faciles et très logiques, celui-là il est un petit peu plus difficile à trouver par le calcul, hein. En fait, chaque liaison, pour être un maximum écartées les unes des autres, va y avoir un angle de 109,5 degrés. Et donc là, j'ai une molécule qui est tétraédrique, c'est le cas par exemple de CH4. Et dernier exemple, qu'est-ce qui se passe si on a des doublés liants? Et donc, dernier exemple, qu'est-ce qui se passe si on a des doublés non liants? Les doublés non liants, c'est des électrons, comme un doublé liant, c'est la même chose, hein, c'est toujours composé de 2 électrons, donc ils vont agir de la même manière. Donc regardez par rapport à la structure du dessus, j'ai juste perdu mes 2 liaisons qui étaient en bas à gauche, et je les ai remplacées par des doublés liants, mais au final c'est la même chose. On obtient quasiment le même angle ici de 110 degrés, c'est à peu près le cas, il est légèrement différent, mais c'est à peu près la même chose. Et donc en fait j'ai une molécule d'eau qui va être coudée, c'est pour ça que la molécule d'eau est coudée. Parce que mes 2 doublés non liants agissent comme s'il y avait présence de 2 autres voisins. Donc c'est pour ça que je vous écris ici, il y a donc 4 voisins, dont 2 fictifs. Bon, mes doublés non liants, il n'y a rien, il n'y a pas d'atome au bout, on est d'accord, mais au niveau de la répulsion des liaisons, ça agit de la même manière. Donc vous avez un petit tableau à retenir, alors il faut surtout pas retenir les schémas de Lewis de toutes les molécules, hein, c'est pas le but, c'est le tableau qui est dans votre livre, vous prenez juste la dernière ligne, savoir me donner le nom de la géométrie, une fois que vous avez représenté la molécule, sa géométrie, il faut savoir la nommer. Ok, donc voilà, tétraédrique, pyramidale, à base triangulaire, coudée, triangulaire et linéaire. Alors pour finir, on va parler de la polarité des liaisons et des molécules. Alors, on va définir une nouvelle grandeur qui s'appelle l'électronégativité. Donc c'est quoi l'électronégativité? C'est tout simplement la capacité d'un élément chimique à attirer les électrons d'un doublé liant. Donc déjà, je peux vous montrer le tableau périodique, comment évolue l'électronégativité dans le tableau périodique des éléments. Donc elle augmente quand
quand on va en haut du tableau périodique, et surtout elle augmente fortement quand on va vers la droite du tableau périodique, en excluant bien sûr les gaz nobles qui ne sont pas électronégatifs. Sans vous savez que les gaz nobles, vous les trouverez jamais au sein des molécules. Donc le fluor est l'élément le plus électronégatif avec une valeur de 3,98. Ce sont des chiffres qui sont sans unité. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh ben, si on a deux éléments chimiques qui sont reliés entre eux et qu'il y a une différence d'électronégativité qui est élevée, voilà, on définit une valeur seuil, hein, c'est une convention de 0,4 qui n'est pas à retenir, mais à partir de cette valeur, on considère que la liaison elle est polarisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je relie un atome d'hydrogène et un atome de chlore, qui possèdent une différence d'électronégativité importante, et ben le chlore va attirer les électrons vers lui. Alors sur cette représentation qui représente, voilà, c'est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Ici, on représente la densité de probabilité de présence de l'électron autour de chaque atome. On voit qu'il y a beaucoup plus de chances que l'électron se trouve du côté du chlore que du côté de l'hydrogène. Donc nous, comment on va représenter ça? Bah, tout à l'heure, quand on représentait une liaison, on mettait les deux électrons qui se reliaient entre eux. Et bien ici, au lieu de l'écrire comme ça, on va plutôt coller les deux électrons du côté du chlore. Le chlore, il va, entre guillemets, voler les deux électrons de la double liaison. Il va les attirer vers lui, parce qu'il est électronégatif. Il est plus électronégatif que l'hydrogène. Et donc, c'est quoi les petits trucs que vous voyez au-dessus des atomes? Eh ben, c'est ce qu'on appelle des charges partielles. Si il attire les électrons de la liaison, ça veut dire qu'il attire des charges qui sont négatives, et donc il va porter ce qu'on appelle une charge partielle négative. Et donc, l'hydrogène porte une charge partielle positive. Donc ça, c'est juste la notation, delta plus, delta moins, c'est la notation qu'on utilise pour charge partielle. Juste une remarque, pourquoi on parle de charge partielle? Bah, parce que le chlore, on a l'impression ici qu'il a volé l'électron de l'hydrogène, mais en fait, il l'a pas volé à 100%, donc il possède pas entièrement, il n'a pas gagné entièrement la charge d'un électron, mais il a gagné une partie de cette charge, donc une charge qui est partielle. Bon voilà, donc vous avez des liaisons ici qui peuvent être polarisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut agir comme une pile. Il y a un pôle plus qui est sur l'hydrogène et un pôle moins qui est sur l'ion, sur l'atome de chlore. Alors maintenant on peut se demander comment on fait pour déterminer la polarité au sein d'une molécule. Alors, déjà, si une molécule elle est composée de liaisons apolaires, comme le méthane, les liaisons CH sont toujours apolaires parce que la différence d'électronégativité est très faible. Regardez, on regarde le tableau. Carbone 2,55, hydrogène 2,2, donc la différence entre les deux elle est trop faible, elle est inférieure à 0,4, donc on considère que personne attire les électrons ici, d'accord? On a une liaison qui est apolaire. Donc si j'ai pas de pôle plus, de pôle moins, bah a priori, si je construis une molécule avec que des liaisons apolaires, la molécule elle est apolaire. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on construit une molécule qui est composée de liaisons polaires? Donc on va avoir deux cas différents. Donc on va prendre des exemples, hein, mais si on vous dit que si le barycentre des charges positives coïncide avec celui des charges négatives, alors la molécule elle est apolaire. Donc ça veut dire que si les polarités entre guillemets se compensent, je vais avoir quelque chose d'apolaire. Par contre, si les barycentres sont séparés, coïncident pas, je vais avoir quelque chose de polaire. Alors on va prendre un exemple directement pour le deuxième cas avec la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau, elle est composée de deux liaisons OH. Chaque liaison est polaire. C'est l'oxygène qui est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc c'est l'oxygène qui va attirer les électrons de la double liaison. Donc on va avoir une charge partielle positive sur chaque hydrogène et donc deux charges partielles négatives sur l'atome d'oxygène. Alors dans cette molécule, toutes les charges négatives sont situées sur l'oxygène, donc a priori le centre, le barycentre hein, des charges négatives est situé sur l'oxygène. Par contre, les charges positives, elles sont situées sur les deux hydrogènes. Donc le milieu entre les deux hydrogènes, c'est au point que j'ai appelé G+, ici. Et là, on peut voir que les deux barycentres ne coïncident pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma molécule d'eau, bah, y a un pôle plus qui se situe entre les deux hydrogènes et un pôle moins qui se situe sur l'atome d'oxygène. Donc pareil, c'est comme une petite pile, c'est ce qu'on appelle un dipôle électrique. Donc une molécule d'eau, entre guillemets, c'est comme une petite pile. Il y a un pôle plus, un pôle moins. Et rappelez-vous de ce qu'on avait fait en TP quand on avait électrisé une règle et qu'on l'avait approché d'un filet d'eau, ça
ça avait dévié le filet d'eau. Et ben ça, c'est expliqué justement parce que l'eau est une molécule qui est polaire. Alors je vais prendre un deuxième exemple avec le dioxyde de carbone. Alors donc le dioxyde de carbone est composé de deux liaisons CO, et ben en fait le carbone et l'oxygène, il y a une différence d'électronégativité qui est importante, et c'est l'oxygène qui est plus électronégatif. Donc c'est lui qui attire les électrons de la double liaison et qui possède donc les charges partielles négatives. Et donc le carbone possède deux charges partielles qui sont positives. Donc delta- sur l'oxygène et 2 delta plus sur le carbone. Donc si je détermine le barycentre des charges, bah, vous voyez que les charges plus, il y en a uniquement sur le carbone, donc le G+, il est sur le carbone, et les deux charges négatives sont de part et d'autre de l'oxygène ici, donc le centre, le barycentre de mes charges négatives va être situé sur le carbone également. C'est au milieu des deux atomes d'oxygène. Et là, ils sont confondus. Donc là, ça veut dire que j'ai une molécule qui est apolaire. Comment on peut comprendre ça autrement? Bah, j'ai une liaison qui est polarisée du côté gauche, une liaison qui est polarisée du côté droit, et en fait, ces deux liaisons polarisées vont, entre guillemets, se compenser. Parce que ma molécule, elle est symétrique. Elle possède ce qu'on appelle un centre de symétrie. Donc, deux manières de justifier, une qui est un peu plus méthode supérieure, j'ai envie de dire, où on dit que la molécule elle a un centre de symétrie, donc c'est forcément impolaire. Sinon, bah, le mieux c'est de savoir représenter le barycentre des charges, de voir que si ça coïncide, bah, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de pôle plus, il n'y a pas de pôle moins, ils sont au même endroit, d'accord? Donc il n'y a pas de molécule polaire ici. C'est pas un dipôle électrique, il n'y a qu'un seul pôle qui est au même endroit. Voilà, donc on s'arrête là, on verra dans le prochain chapitre les conséquences que ça peut avoir au niveau de la chimie concrètement. Qu'est-ce que ça implique la polarité des molécules au niveau de la réactivité des molécules chimiques. Allez, à bientôt.